Alors, mais lapin, s'il y a une exposition à voir au Louvre cette année, c'est bien, selon moi, revoir Van Eyck pour célébrer la restauration de sa célèbre toile, la Vierge du chancelier Rollin, une pure merveille qui le méritait amplement. On en profite dans cette vidéo pour faire un tour des œuvres du peintre, tout ne sera pas présent dans l'exposition malheureusement, mais du coup aujourd'hui on se fait une mise en bouche ensemble avec une courte biographie de l'artiste, et jeudi je vous poste une seconde vidéo sur l'exposition elle-même et sur cette toile fabuleuse. Allez, c'est parti. Alors, contexte artistique et biographie de l'artiste pour mieux comprendre son travail. Alors, Jan van Eyck, il est né en 1390 dans la périphérie de Liège et il est mort en 1441, ça nous permet un petit peu de situer l'époque. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il est vraiment l'un des grands peintres du XVe et qu'on le considère en histoire de l'art comme étant l'un des grands maîtres de son temps et tout particulièrement comme étant l'un des premiers peintres de l'histoire de la peinture renaissante flamande. Et on le classe d'ailleurs parmi ce que l'on appelle les primitifs flamands, soit justement ceux qui ont fait la transition entre un Moyen-Âge pictural ultra codifié et une Renaissance qui tend vers une représentation beaucoup plus réaliste, mais qui possède évidemment elle-même ses propres codes. Alors oui, l'Italie en fait n'a pas eu le monopole de la Renaissance en art, loin de là, et les peintres flamands de cette époque y ont énormément participé avec leurs touches très caractéristiques, et surtout en développant cette nouvelle technique de l'époque, j'ai nommé la peinture à l'huile. D'ailleurs, on a souvent attribué la création de la technique et du médium de la peinture à l'huile aux frères Van Eyck, notamment parce que le peintre et historien de l'art Giorgio Vasari, le père de l'histoire de l'art moderne en quelque sorte, attribuait son invention justement à Jan van Eyck, ce qui est faux. Ce procédé, il existait déjà avant lui, bien que les frères Van Eyck l'aient démocratisé et perfectionné. Pour expliquer en deux mots cette petite révolution qu'est la peinture à l'huile, il faut comprendre que c'est une peinture qui met beaucoup de temps à sécher ou à cicativer, pour utiliser le terme exact, et que donc c'est une peinture qui permet de prendre son temps, de réaliser de très nombreux détails, de revenir de nombreuses fois si besoin sur des parties et des petits détails, des petites choses qui ne sont pas encore secs pour pouvoir les retravailler encore et encore, mais aussi de poser des vernis et de réaliser des glacis les uns par-dessus les autres pour créer des nuances et des effets que vous n'obtiendriez pas avec une technique de séchage plus rapide comme la tempéra, la gouache, etc. Et puis aussi, la peinture à l'huile, c'est une technique qui dure dans le temps, qui se conserve mieux. Ça évidemment, les artistes qui l'utilisent à ce moment-là ne le savaient pas, parce que, les gars se faisaient pas des œuvres en se disant dans 400 ans, qu'est-ce que ça donne puisque dans 400 ans, vous n'êtes plus là, et puis que l'idée de conservation des œuvres, c'est quelque chose de très moderne, c'est une obsession moderne, je l'ai déjà dit. Bref, tout ça, en fait, ça donne que techniquement, c'est une vraie petite révolution pour les artistes, puisque ça permet de travailler ces œuvres d'une façon totalement différente. Mais on retourne à Van Eyck. Qu'est-ce qui a fait son succès ? Eh bien, ce qu'il faut retenir de ses œuvres, c'est cette innovation dans son style et le choix de ses sujets qui crée une véritable ouverture inédite à l'humanisme. Comprenez que l'homme devient le centre des créations et que cet art humaniste, il porte un nouveau regard sur l'homme et sur le monde et que les artistes comme Jan van Eyck délaissent les allégories et les tableaux religieux comme source de représentation unique. Alors oui, Van Eyck, il peint toujours des sujets religieux, mais dans ses toiles, il s'agit de prétextes pour mieux parler de la condition de l'être humain sous couvert de religion, et puis même quand c'est vraiment purement religieux, on voit qu'il y a eu une réflexion sur la place de l'homme dans cette religion en fait. Alors, notez aussi ce qui fait son succès à son époque, et toujours actuellement, c'est aussi le réalisme pointu de ses œuvres, que justement la peinture à l'huile lui permet, qu'il met au service d'une étude psychologique objective de ses modèles, ce qui est assez inédit pour l'époque et qui diffère de l'art médiéval, qui lui est un art codifié. On en a notamment déjà parlé dans mon épisode sur les bébés moches dans la peinture. Et donc on passe d'un art qui est extrêmement codifié également dans la manière de représenter les visages des personnes et donc les portraits et la représentation physique, où ce qui n'importe pas, ça n'est pas la singularité de la personne, mais ce qu'elle représente, à un art où en fait on va porter attention au portrait, c'est-à-dire à la personne elle-même, justement, à la réalité de son physique, et puis dans cette volonté aussi souvent d'exprimer un petit peu qui est cette personne par la représentation de son portrait, mais d'une façon qui n'est plus dans une codification religieuse pure et dure.
Donc, on n'oubliera pas non plus de souligner également que Van Eyck est l'un des premiers peintres à signer ses œuvres. Et puis alors là, c'est la question de la revendication du passage de l'artisan à l'artiste, la question de se démarquer en fait de l'artisan, de revendiquer son statut social dans la société. C'est un sujet vraiment passionnant. Peut-être qu'on en reparlera un jour, mais alors c'est assez ardu. Et puis si j'entame ça, la vidéo elle va durer 1000 ans. Et puis j'ai encore Roger qui va venir me dire que je m'éparpille. Donc on reprend. Donc, concernant sa biographie à Van Eyck, pour résumer, on ne sait rien de son enfance ni de son apprentissage artistique. Il y a vraiment un mystère très opaque qui semble entourer ses sujets et puis aussi celui de sa famille. Par contre, on sait qu'il avait 2 frères quand même, donc Hubert et Lambert, qui étaient peintres également comme lui et qui travaillent comme lui pour des commanditaires ayant les moyens de se payer de telles œuvres. Alors, parmi parmi les commanditaires importants, on citera Jean de Bavière, comte de Hollande et de Zélande, dont la cour s'est tenue à Liège, donc ville de naissance de l'artiste. On sait d'ailleurs que Van Eyck n'a pas seulement été l'un des peintres les plus importants de cette cour, mais il a aussi été l'un des courtisans de cette cour. Et là, on retourne à cette idée de revendication d'une place dans le monde pour l'artiste qui se veut plus qu'un artisan et qui cherche un statut social différent de celui-ci. C'est une question aussi qu'on voit beaucoup chez Dürer. Peut-être qu'on en parlera un jour si on aborde le sujet de Dürer, je ne sais pas. Cependant et malheureusement, en fait, on n'a que très peu de connaissances des œuvres qui datent de cette époque, qui ont été peintes par Van Eyck, parce que la plupart, elles ont disparu. On le redit, la question de la conservation est une question très récente. En 1424, par contre, on sait que l'artiste n'hésite pas à changer de crèmerie et entre au service du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à Bruges. Il part ainsi à Lille en mission et il est alors grassement rémunéré et il se voit chargé de missions très particulières, de missions diplomatiques et à but documentaire, ayant pour but de collecter des détails topographiques pour la réalisation de ses œuvres, religieuses ou non. Suite à cela, on sait également que les années 1430 seront bien remplies pour Van Eyck puisqu'il devra allier vie de famille, peinture, diplomatie, le tout toujours pour le duc de Bourgogne. Il sera régulièrement missionné, sera par exemple envoyé en 1435 à Arras à l'occasion des négociations de paix entre la France, l'Angleterre et la Bourgogne. Mais les années 1430 verront également éclore certaines de ses œuvres les plus magistrales, comme par exemple le fameux retable de l'agneau mystique. Alors attention, il n'a pas été totalement réalisé par sa main, parce qu'en fait c'est une toile qui a été commencée par son frère Hubert et qui a été ensuite finie par lui. Cette décennie, elle est aussi très importante pour l'artiste, puisqu'elle est celle de la réalisation d'une autre de ses œuvres phares, commandée par le couple Arnolfini. Et oui, ce célèbre couple dont on connaît tous encore le nom, justement grâce à la toile de l'artiste qui les a représentés. Le peintre décédera à Bruges en 1441 à l'âge de 51 ans, après nous avoir laissé un certain nombre d'œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous, qui sont extrêmement exceptionnelles. Voilà, là du coup mes lapins, on a fait le tour sur ce petit focus sur la biographie de l'artiste, donc Jan Van Eyck. Je vous dis à jeudi pour le second épisode qui portera précisément sur l'exposition préparée par le Louvre, sur la restauration de cette toile incroyable qu'est la Vierge du chancelier Rollin. Je vous dis donc à jeudi pour ce petit topo sur cette exposition qui a l'air absolument incroyable, que je n'ai pas encore vue parce que en fait je vais la voir mercredi, le jour de l'ouverture. Je vous dis donc à jeudi pour mon débrief sur cette expo. Merci à ceux qui me suivent, qui commentent, qui likent, qui partagent. Et donc à très vite pour la deuxième partie de ce focus sur Jan Van Eyck.